Salut, c'est Drago et bienvenue dans le deuxième épisode de la série From Easy to Insane. Aujourd'hui, nous allons parcourir la room RootMe sur TryHackMe. Grâce à celle-ci, nous allons découvrir de nouveaux tools tels que Burp Suite ou encore LeanPeas, connu sous le nom du petit pois. Mais aussi, on va voir à quoi sert un SUID, comment l'exploiter et aussi comment stabiliser un shell lorsque nous avons un simple revers shell. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à la partager. Sache que tous les épisodes de la série sont tournés en live sur Twitch. Bien sûr, tous les liens utiles seront dans la description. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Ok, nous voilà de retour sur Kali. Donc, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est créer un document de prise de notes. Donc, moi, j'ai un alias avec info qui en fait va récupérer un fichier, le dupliquer et le mettre à l'endroit où on est. Donc, à savoir dans notre dossier home, tryhacme, rootme. Et ces dossiers, le voici. Donc, c'est un dossier de prise de notes que j'ai vraiment simplifié, même celui-là n'est plus nécessaire, cette partie-là n'est plus nécessaire. Donc au plus simple, c'est d'avoir les loots et le nmap, donc le scan nmap. Une fois que ce document de prise de notes est activé, enfin est lancé plutôt, on va se connecter sur TryHackMe pour pouvoir récupérer son adresse IP et lancer la machine. Donc pour ça, je l'avais déjà fait sur l'épisode précédent, mais je le remontre ici vite fait. Vous allez sur TryHackMe, cliquez sur votre profil, Access, et vous pouvez télécharger le fichier VPN. Une fois que vous avez le fichier VPN, il vous suffira de taper sudo openvpn et l'endroit où le fichier VPN a été enregistré. Vous tapez Enter, il va faire toute sa tambouille, et vous pouvez du coup vous connecter à partir de ce moment-là. Dans la nouvelle version de Kali, ils ont ajouté un script qui permet du coup d'afficher ici dans la barre l'adresse IP d'une interface réseau. Donc là, c'est l'adresse IP du tunnel 0 qui est tunnel 0 pour le VPN. Et du coup, ça nous permet d'avoir tout le temps notre adresse IP de TryHackMe sous les yeux. Une fois que c'est fait, on rejoint la room, on lance la room, on clique ici pour dire qu'on est bien connecté, qu'on a bien lancé la room, etc. Et on est parti. Donc là, on a toujours cette première phase qui est toujours la même, on l'a vu du coup sur l'épisode précédent, qui est la reconnaissance. Donc on va essayer de récupérer de l'information. C'est ce qu'il nous dit juste ici. Donc on va prendre de l'information de la target, de la cible. Donc pour ça, on va utiliser Nmap et on va voir combien de ports sont ouverts, quel service tourne sur ces ports, etc. C'est exactement ce qu'on a fait sur l'épisode précédent. Donc pour ça, on va taper sudo nmap-p- l'adresse IP www pour superverbose. Donc sudo pour donner les droits sudo à la commande nmap. Donc pourquoi avoir les droits sudo? C'est parce que certains scripts, certaines parties du script de nmap ont besoin des droits sudo. Il y a moyen de le configurer pour qu'il n'y ait pas besoin des droits sudo. C'est juste là par facilité ici qu'on va utiliser les droits sudo pour nmap. -p- pour dire qu'on veut scanner tous les ports, l'adresse IP et www pour le superverbose. Appuie sur Enter et c'est parti, il lance le truc. Pour voir un petit peu où Nmap en est, il ne faut pas oublier qu'on peut appuyer du coup sur n'importe quelle touche. Donc là je vais appuyer sur K et on peut voir qu'il aura fini dans 1 minute 3. Du fait qu'on a mis le superverbose, tous les détails sont affichés et on voit qu'il a déjà découvert deux ports, le port 22 et le port 80. Là aussi, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, il y a des ports à savoir, des ports, on ne peut pas connaître tous les ports, c'est normal, il y a plein de ports, il y a des services qui tournent sur certains ports qu'on a tendance à oublier ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des ports qui reviennent très souvent, quasiment tout le temps. Donc du coup, on a le port 22 pour le SSH et le port 80 pour le service web. C'est à connaître par cœur, il n'y a pas de tips, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. Donc là, on vient de voir qu'il a fini de scanner tous les ports et on voit qu'il en a trouvé du coup deux. Un pour le port, du coup, comme je disais, SSH 22 et un pour le port 80 qui est un serveur web. Maintenant qu'on les connaît, on va du coup les attaquer. Donc -A pour que Nmap soit le plus agressif, lance les scripts et soit le plus agressif dans la détection. Donc c'est pas du tout fufu comme on l'avait vu dans le premier épisode. -P cette fois-ci pour lui indiquer pour lui indiquer les ports qu'on aimerait scanner, et le 22 et le 80, vu que c'est les deux ports que nous avons trouvés. On peut enlever le superverbose à cet endroit-là, on n'en a plus besoin, et on lance ça. En attendant, on peut aller sur le port 80 pour voir un petit peu ce que c'est, et on voit ici que c'est une page d'accueil de la room avec un hack it, donc hack-le, hack ça,
Et can you route me, donc est-ce que tu peux me router? Très bien. Donc l'une des premières choses qu'on va faire, c'est un petit contrôle U pour voir est-ce qu'il y a des choses dans le source code qui pourraient nous donner de l'information. Là apparemment, il n'y a rien de particulier. On retourne sur Try Avec Me et on nous demande, donc du coup, une fois qu'on a scanné la machine, combien de ports sont ouverts. Donc il y a 2 ports ouverts. Quelle est la version d'Apache qui est occupée à tourner? Donc là, on va le recevoir voilà, grâce au scan Nmap qui vient de finir. On va prendre tout ça, Shift, CTRL C pour copier, et on va le rajouter dans notre document, CTRL V pour le placer. Comme d'habitude, enfin comme d'habitude, c'est que le deuxième épisode, mais comme d'habitude, on sélectionne ce qui est intéressant, CTRL B pour le mettre en gras, H3 pour le mettre en grand, pareil pour l'autre, CTRL B pour le mettre en gras, H3 ici pour le mettre en grand. Donc encore une fois, c'est pas du tout obligatoire, hein, c'est moi qui aime faire ça pour avoir une vision très claire de ce qu'il y a. Et après, ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai tendance à faire, c'est quand j'ai beaucoup de ports ouverts, ce qui est possible dans certains cas, les ports qui me paraissent très intéressants, je les mets du coup en jaune comme ceci pour qu'ils sortent plus et du coup attirent plus mon regard pour le lendemain ou pour la prochaine fois que je fais du coup le pentest sur ça. Donc ici on nous a demandé, donc qu'est-ce qu'on voit concrètement? Ici on voit qu'il y a le port 22 qui est ouvert avec le SSH, qui est un OpenSSH qui tourne en 7.6, c'est un Ubuntu. Un Ubuntu, donc du coup c'est de l'information qui est toujours utile à avoir. Sur le port 80, c'est un Apache qui tourne en 2.4.29. Donc on peut retourner ici. Quelle est la version de Apache? 2.4.29. Très bien, super. On nous demande quel est le service qui tourne au port 22. Comme je vous l'ai dit, par habitude, par connaissance, je sais que c'est le SSH, mais on voit bien que Nmap ici l'a retrouvé aussi, et on parle bien ici de SSH pour le port 22. Donc SSH. Très bien. Là, il nous dit Find directory on the web server using the GoBuster tool. Donc, il nous demande de trouver les fameux les fameux, on va dire répertoires cachés ou pages cachées entre guillemets, sur le site web, donc c'est ce qu'on a fait dans le premier épisode. Pour rappel, les pages cachées, quand j'appelle pages cachées, elles ne sont pas réellement cachées proprement dit, elles sont cachées pour les utilisateurs dans le sens où, comme on peut le voir, arrivé sur le site, il n'y a aucun lien vers une autre page. On ne peut pas cliquer quelque part pour accéder à une autre page. Et ça, c'est un point important, c'est pas parce qu'on ne peut pas cliquer que la page n'existe pas. Donc c'est juste qu'elle est entre guillemets cachée pour l'utilisateur, il ne peut pas y accéder sans la connaître. Évidemment, notre ami GoBuster va nous aider pour cette tâche-là. Ok, alors on revient sur Kali et on va du coup lancer GoBuster. Donc on va taper la commande ici qui est GoBuster, dire pour dire qu'on va utiliser la partie de recherche de directory pour GoBuster, parce que GoBuster peut rechercher d'autres types, enfin peut fuser, pour rappel c'est une technique de fusing, peut fuser d'autres choses que des directories, donc des pages. -u pour lui donner du coup l'adresse qu'on aimerait voir, je vais quand même vérifier 10.10.41.19, c'est bien celle-ci. -w pour lui indiquer la word list, donc la liste de mots qu'on va utiliser. Ici, j'ai utilisé la common pour que ça aille plus vite pour la room, mais de manière générale, moi j'utilise du coup la big qui est la plus grande possible. Ça prend plus de temps, mais au moins on est sûr de rater moins de choses. Pour rappel, vu que c'est une technique par word list, si la page, le directory ou la page qu'on cherche ne fait pas partie de cette liste, bah boum, on la trouve pas. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est juste que le mot, on le connaît pas, que la page, on la connaît pas. Donc, pour donner un exemple concret, si la page c'est 083229 et que 083229 ne se trouve pas sur cette liste, eh ben on va dire tiens, on n'a rien trouvé. Ce site est hyper sécurisé, il n'y a rien. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est juste que nous, on le connaît. Enfin, on n'a pas cette liste de mots. C'est pour ça que c'est important d'avoir la liste de mots la plus longue possible et la plus connue ou commune possible. Je vous conseille à chaque pentest que vous trouvez, parce que vous avez regardé le source code ou parce que il y a une information qui a leaké, c'est de construire de plus en plus votre liste, votre word list, pour avoir de plus en plus de mots et être sûr de ne rien rater pour les prochains pentests. Ceci étant dit, on continue ici avec le -x. Donc le -x, pour rappel de GoBuster, ça va rajouter une extension à la fin
de cette wordlist, et le "-t" pour la rapidité, on va dire le nombre de threads, donc la rapidité, le nombre de GoBuster qui va lancer en même temps, on va dire c'est comme ça. On balance, il nous fait du coup toute notre récap, donc pour nous dire l'URL qu'on a choisi, le get, le nombre de threads, etc. Donc tout ce que j'expliquais tout à l'heure. Ici, on peut enlever encore une fois tous les statuts, on peut les bannir, etc. pour garder que les 200. Donc on pourrait le faire. Là, moi, je me casse pas la tête, je les garde, il n'y en a pas beaucoup, mais on pourrait le faire. Donc là, c'est intéressant parce qu'il nous a trouvé le CSS. Généralement, il n'y a rien du tout dans le CSS. J'ai bien dit généralement, c'est possible qu'il y ait quelque chose. Le JS, là aussi, c'est sympa. Donc pour tout ce qui est JavaScript. Et on en a deux nouveaux, panel et uploads, qui ont l'air très intéressants. Donc on copie ça dans l'out. Donc avec CTRL-R, on va rajouter toutes des petites vaguelettes, c'est un peu sympa parce que du coup ça permettra de bien, on va dire, aller structurer notre document de prise de notes. GoBuster, -R pour remettre les vaguelettes, je prends tout, je fais un petit -B, CTRL-B pardon, pour du coup mettre en gras, toujours H3 pour que ce soit clean. Et là on pose tout ça, ça on n'en a pas besoin, on va les tège. Ceux-là, on n'en a pas besoin aussi. Et on va garder, donc le serveur status ne sert à rien. Voilà. Et on va garder du coup ces trois-là. Donc panel, alors CSS, JS, panel et uploads. Donc ça, c'est assez intéressant. On va retourner du coup ici. On nous demande quelle directory est cachée. Donc on peut valider cette tâche-là. Et là, en fait, on peut voir que il y a plusieurs directories, parce que là c'est au singulier, il nous demande quelle directory est cachée, mais on voit en fait ici qu'il y en a deux en fait, qu'il y a panel et uploads. Donc là, par rapport à TryAcme, c'est un peu, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont pas mis, hop, je les ouvre, hein. Pourquoi ils ont pas mis ça au singulier, mais en fait ce qu'on peut voir c'est que en fait panel c'est un petit mot entre guillemets. Upload est un peu plus longue et quand on voit la réponse, bah, on voit qu'il y a un peu moins, enfin que l'étoile correspond plus à panel, voilà. Mais nous on sait maintenant qu'il y a en tout cas deux directories cachées. Très bien. Donc là on nous parle de getting a shell. Donc il nous dit de du coup de trouver le formulaire d'upload et d'avoir un reverse shell et de trouver le flag. Ok. Donc on voit qu'ici on a un file upload, donc du coup un formulaire pour upload un fichier. Donc ce qu'on va faire, c'est la première chose à faire quand on teste un upload de fichier, c'est de voir qu'est-ce qui passe en fait, quel type de fichier le serveur accepte, parce que il n'accepte pas tout type de fichier, de temps en temps il accepte que les fichiers texte, que les images, etc. Vous trouvez ça très généralement, vous pouvez juste upload par exemple un doc, un docx, un PDF. Et donc du coup là, c'est de voir comment on peut bypasser certaines sécurités. Donc on va créer plusieurs fichiers, et enfin plusieurs extensions de fichiers pour voir lequel passe. Alors, on va faire ça tout de suite. Je vais d'abord préparer un petit document. Ok, alors ici on peut voir que j'ai créé un simple fichier PHP, donc avec les balises PHP qui sont ici pour l'ouvrir et ici pour fermer, celle de fin n'est pas obligatoire, avec un PHP info. Donc c'est l'une des manières les plus simples pour vérifier si notre fichier PHP va être chargé et est-ce que le code va être exécuté, le code PHP va être exécuté. Donc si maintenant on retourne ici et qu'on tente d'upload un shell, enfin le shell.php qu'on a ouvert, il nous dit, c'est du portugais, il nous dit que le fichier PHP n'est pas permis. Donc très bien, donc l'extension de fichier n'est pas permis. Alors comme je disais, l'une des techniques de bypass d'upload de fichiers, c'est changer l'extension. Il y en a plusieurs qui existent pour le bypass d'upload de fichiers, mais là, la technique qu'on va utiliser ici, c'est l'extension. Pour savoir, enfin pour connaître un peu toutes ces techniques, pour connaître d'autres techniques, avoir un peu de méthodologie, il y a un site web qui existe qui s'appelle Actrix, qui est très intéressant, qui regroupe beaucoup de techniques de hacking. Et là, on va avoir la partie donc du coup file upload et on va voir la partie extension. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va uploader le même fichier mais avec différents types d'extensions, parce qu'on se dit, la logique elle est, le développeur a peut-être blacklisté, a mis en liste noire, certaines extensions. Mais peut-être qu'il les a pas tous mis. Donc peut-être qu'il a mis le PHP, mais pas le PHP2 par exemple. Ou peut-être le PHP2, mais pas le PHTML, etc. etc. Donc l'idée en fait, c'est de tester tous
ces extensions pour voir s'il y en a une qui marche. On pourrait le faire à la main avec un petit copier-coller, voilà, j'en ai fait un deuxième PHP2, mais c'est un petit peu embêtant, on va pas le faire parce qu'on aimerait nous automatiser tout ça, et ce sera l'occasion pour nous de découvrir Burp Suite qui est hyper utile quand on fait un pentest web. Donc, on va procéder à l'installation aussi de Foxy Proxy et de Burp Suite. Donc, on lance Burp. Normalement, vous l'avez d'office sur Kali. C'est installé. Pour l'instant, on va pas créer de fichiers, de projets, etc. Pas de souci. On lance ça. Donc, petite explication sur Burp. Je quitte ici, on se retrouve sur Photoshop et je vous explique un petit peu un petit schéma pour vous dire comment marche Burp. Ok, nous voilà de retour du coup sur Photoshop. Donc la question, enfin l'explication ici, c'est de savoir, encore une fois, basiquement, simplement, comment marche Burp, à quoi ça sert et comment, qu'est-ce qui se passe en fait derrière. Donc, il faut savoir que habituellement, enfin oui, normalement, habituellement, il y a vous, il y a Internet, donc ça c'est Internet, hop, www, voilà, site web. Et en fait, ce qui se passe, ultra simplement, c'est pas vrai, parce qu'en fait, il passe par votre FAI, il y a plein de rebonds, etc. Mais pour faire simple, encore une fois, vraiment pour une explication très simple, c'est je vais sur un site, donc sur le serveur web, et lui me renvoie l'information. Aussi simple que ça, il n'y a pas de... Encore une fois, je répète pour pas que je me fasse incendier dans les commentaires en disant que je dis du caca et que c'est pas vrai. C'est une version vraiment très simplifiée de comment ça se passe pour vous expliquer en fait pour vous expliquer simplement comment marche Burp et à quoi ça sert sans rentrer dans trop de détails techniques. Mais sinon, ça passe par votre FAI et ça fait plein de rebonds partout avec des serveurs, etc. Bref, avec une réponse DNS, enfin une résolution DNS, mais bon, bref. Donc pour faire simple, voilà, je vais sur un site, ça va sur le site et on me remène l'information. Donc ça, c'est comment ça marche. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un proxy. Donc, on a ici toujours notre www qui est site internet. On a nous, et ici, en fait, on a Burp. Donc ça, c'est Burp. Et en fait, ce qui va se passer, c'est, au lieu de faire, je vais le mettre en vert, au lieu de faire comme tout à l'heure, moi, site internet, on va le mettre en bleu, ce qui va se passer, c'est moi, Burp, Burp, site internet, et inversement, site internet, Burp, Burp, moi. Et ça, cette partie-là, donc le fait de mettre quelque chose entre deux, là, comme ça s'appelle un proxy. C'est un terme que vous allez souvent entendre, vous avez déjà entendu, mais en gros, Burp c'est un serveur proxy, c'est un proxy. Donc, quel est l'avantage? Vous allez me dire à quoi ça sert, ok, super, mais encore. En fait, ce qui est bien, maintenant qu'on a du coup mis un proxy et qu'on a le contrôle du coup sur Burp, c'est qu'on peut faire plein de choses en fait sur Burp et on peut du coup gérer la requête. Donc en fait, on va lui envoyer une simple requête. Genre je dis une bêtise, mais on va lui envoyer la requête avec mon nom qui est Drago, par exemple. Et en fait, on va lui dire avant, donc dans cette partie-là dans Burp, on va lui dire avant d'envoyer mon nom, donc Drago, sur le site web, change-moi la liste des noms pour mettre Drago 1, Drago 2, etc., etc., etc. Donc on va faire une action, on va changer la requête, on va faire une action avant en fait de l'envoyer, et ça nous permettra en fait donc, du coup de modifier ça. Donc le serveur proxy, tout passe par lui, et donc du coup, on peut du coup sécuriser cette partie-là, donc de se dire, ok d'accord, s'il y a quelque chose de malveillant qui vient à ce niveau-là, ne me le renvoie pas chez moi, ou on peut justement modifier les requêtes et faire plein de choses, etc. Donc voilà basiquement comment marche Burp, à quoi sert Burp, etc. pour vraiment schématiser un peu ça. On arrête là, on retourne du coup sur Kali et je vous montre un petit peu comment installer tout ça. Ok, du coup on est de retour sur Kali, on a lancé notre Burp, mais maintenant il faut bien connecter notre Firefox ou n'importe quel browser à Burp. Il faut bien lui dire, comme tout à l'heure dans mon explication de tout à l'heure, mon petit schéma, il faut bien lui dire, ne te connecte plus directement sur le site web, mais passe par Burp. Donc pour ça, il faut lui rajouter le proxy. Donc, ce qu'on va faire ici, on va aller dans les configurations, donc la dernière icône ici, Settings. Je vous le montre avec Firefox, mais ça marche avec d'autres browsers, il faudra juste trouver le bon endroit.
Donc ici, si on tape proxy, on pourrait le rajouter ici, donc rajouter l'adresse de burp ici, mais on va pas le faire parce qu'on va utiliser Foxy Proxy, je vous montrerai un peu plus tard pourquoi. Par contre, on va devoir rajouter le certificat de burp pour que justement il n'y a aucun souci pour tout ce qui est HTTPS, etc. Donc ici on va taper certificate, et là on a view certificate. On va dans view certificate, et on pourra importer un certificat. Pour recevoir ce certificat, on va se connecter en fait sur le serveur proxy de Burp. Donc pour ça, pour vous dire mais tiens comment ça marche, etc. Donc si on va dans la partie, donc dans Burp, dans la partie proxy, la partie options, on voit qu'en fait l'interface qu'on écoute ici, c'est 127.0.0.1.80.80 sur le port 80.80. Donc si on fait 127.0.0.1.80.80, on tombe du coup sur la partie de Burp, enfin, sur le certificat, enfin sur le serveur web de Burp, pardon. Et là on peut cliquer sur Certificate. Ici on télécharge le certificat qu'on veut. Vous le mettez là où vous voulez. Je cancel parce que moi je l'ai déjà fait. On revient dans Settings, on revient dans cette partie là, on fait un import et on peut importer le fameux certificat qu'on a enregistré. Il va se rajouter là. Et c'est bon, c'est terminé pour cette partie là. Ensuite, vous allez sur Google, vous tapez Foxy Proxy, vous installez Foxy Proxy, vous l'activez et vous allez avoir cette nouvelle icône ici qui est Foxy Proxy. Donc on va configurer ça pour Burp, donc on clique dessus, option, alors oui, pardon, j'ai oublié d'expliquer qu'est-ce que c'est Foxy Proxy. En gros, Foxy Proxy, ce qui est super, c'est qu'il va pouvoir, en fait, on va pouvoir lui donner des profils de proxy et sélectionner les proxys en fonction de notre besoin. Donc de temps en temps, on va utiliser des proxy chains. On va pas l'utiliser tout de suite, ce sera pour une prochaine vidéo. Ou de temps en temps, on voudra utiliser Burp, ou de temps en temps, pas de proxy, parce qu'on est juste sur Firefox. Voilà à quoi ça sert de switcher en fait de configuration. Donc du coup, on clique sur l'icône, on va dans Options. Ici, on va aller dans Add pour ajouter un profil. Vous mettez le nom du profil, moi je vais mettre Burp. Ok. Ici, c'est du Succinct, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je vais juste le vérifier. Désolé, parce que je l'ai déjà fait, donc on va juste vérifier. Non, c'est de l'HTTP, pardon, autant pour moi. Donc c'est de l'HTTP. Donc voilà, tout ce qu'on va faire, on va rajouter du coup, comme je disais, un profil, Burp, la couleur si vous voulez rajouter une couleur. Le type de proxy pour l'instant c'est de l'HTTP. Le serveur web, donc du coup, l'adresse c'est le localhost hein, basiquement, donc 127.0.0.1, 80.80 parce que c'était le port, et on save. Une fois que c'est save, on peut quitter tout ça, on peut quitter tout ça, on peut quitter tout ça, et ici, on a notre profil qui a été rajouté. Une fois qu'on clique ici, tout ce que je vais faire, enfin n'importe quelle adresse que je vais aller regarder sur Firefox va passer par Burp. Donc si je reviens ici, je tape Enter, on retourne dans Burp, on va dans Proxy, HTTP History, et on voit ici nos requêtes. On voit qu'est-ce qui est passé en fait là-dessus. C'est pareil si je vais sur Google et que je tape n'importe quoi, on s'en fout. Je reviens ici et vous voyez que voilà, il y a des tonnes de requêtes qui sont passées sur Google, etc. Donc c'est assez sympa ça. Avant d'aller un peu plus loin, on va d'abord faire une brève explication, encore une fois, on va dire des tools ou des on va dire endroits importants de Burp. Donc, pour rappel, comme disait l'explication avec mon petit schéma, Burp c'est un serveur proxy. Le serveur proxy, ça permet quoi? Ça permet de nous mettre entre le serveur web, enfin entre Internet entre guillemets, enfin la partie web et nous, et ça nous permet justement de gérer une tonne de choses. Donc, on a configuré le proxy en allant dans Options, en regardant l'adresse qui est de base 8080. On a récupéré un certificat en allant sur cette adresse-là. On l'a rajouté ce certificat dans Firefox. On a téléchargé Foxy Proxy. On a rajouté un profil. On a on a activé le Foxy Proxy de Burp, le profil de Burp, et on a lancé une requête. Donc, les parties importantes ici, donc dashboard, tout est dans le mot, c'est un dashboard, c'est ce qui reprend, qui fait un résumé, on va dire, de tout ce qui se passe en fait sur Burp. Ce qui est intéressant ici, c'est la target. Donc, il y a différentes targets. Donc, les targets ici, c'est qu'est-ce qu'on a.
qu'est-ce qu'on a en fait visité comme site. Donc on peut voir ici qu'il y a différents sites qui ont été visités, différentes requêtes qui ont été visitées. Petit cadenas ici veut dire HTTPS, pas de cadenas veut dire HTTP, et on a du coup les sites qu'on a visités. Comme on peut le voir, en fait, on a visité notre site de TryHackMe qui est 10.10.41.19, et ce qui est bien avec Burp, c'est que de base, il fait ce qu'on appelle une sitemap, donc il va en fait, on va dire, lister toutes les pages que vous avez trouvées pour que vous ayez une vue d'ensemble donc une sitemap, donc d'une map de comment le site a été construit. Donc vous pouvez voir qu'il lui a trouvé différents folders, et qu'il y a un folder panel, et qu'il y a une adresse web, une page web à cet endroit-là, à la racine de panel. Ce qu'on peut voir ici, c'est que chaque fois qu'on clique en fait sur un endroit de la hiérarchie, on peut voir ici quelle est la requête qui a été envoyée, et en cliquant dans réponse, quelle est la réponse qu'on a reçue. Donc c'est sympa. Dans Scope aussi, ce qui est intéressant dans Scope, c'est qu'on peut rajouter le scope qu'on veut, parce que comme je vous le disais, tout passe par Burp une fois qu'on l'a activé, et nous on n'aimerait pas en fait voir dans notre historique ce qui se passe sur Google, parce que par exemple quand vous allez faire un pentest, que vous allez rechercher des choses sur Google, comme Actrix ou autre, vous n'avez pas envie de voir ça sur votre Burp, vous voulez pas que ça pollue votre Burp. Et en fait on peut rajouter un scope pour être sûr qu'il ne cherche rien d'autre, enfin qu'il ne, on va dire plutôt qu'il log rien d'autre que ce qu'on veut. Donc pour ça, partie scope, on fait un add et on rajoute l'adresse qu'on veut. Donc l'adresse qu'on veut, nous, c'est celle-ci. On la rajoute ici, on fait OK. On lui dit oui, donc on lui dit maintenant log-moi que ce qu'il y a sur cette adresse-là, et c'est bon. Issue définition, on s'en fout pour l'instant. Donc l'autre partie importante, c'est proxy. Donc dans proxy, vous avez, on va dire, deux trucs les plus importants, qui est le intercept et l'historique. Donc, le intercept, c'est quoi? C'est que, comme vous avez pu le voir, là, ici, on va sur le site web, rien ne bloque, enfin, rien n'est intercepté, en fait, tout est logué, on voit l'historique, donc dans le deuxième panel qu'on va voir tout à l'heure, mais rien n'est bloqué, rien n'est figé. Si maintenant on intercepte ici, on lui dit intercept on, et qu'on va sur le site, encore active. Là, comme on peut le voir, boum, il m'a renvoyé dans Burp et j'ai ma requête. Elle a été interceptée. Donc, elle n'a pas été envoyée, elle a été interceptée dans Burp. Et là, on peut la modifier comme on veut, en fait. Donc, voilà à quoi ressemble la requête qu'on veut envoyer. Et on peut la forward si on veut l'envoyer telle quelle, la drop pour l'annuler, et les autres actions, pour l'instant, on s'en fout. Donc, si maintenant je fais forward, donc je lui dis, vas-y, balance-la, c'est bon, elle est OK pour moi. Hop, il y a d'autres, donc du coup, on intercepte tout là-dedans, et il y a d'autres requests qui sont envoyés, c'est un peu chiant là. Et hop, c'est parti, la requête est partie, et comme on peut le voir, on a bien la page qui s'affiche. On n'a pas toujours envie d'intercepter, voilà pourquoi ici, il est souvent off, mais dans le temps, ce sera ultra utile, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Ensuite, dans HTTP history, pardon, c'est tout l'historique en fait, comme je disais, de toutes les requêtes, etc. Pour avoir quelque chose de clean, on va la clear, parce que nous on a mis un scope maintenant, et donc du coup si on fait ça, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas été interceptée, elle a été envoyée directement, et elle est dans notre historique. On peut cliquer dessus, on peut voir ici plusieurs informations. Donc quel est le host, donc quelle est l'adresse IP à laquelle on a envoyé, ou l'adresse, hein. On a du coup la méthode, get, post, option ou d'autres méthodes, l'URL à envoyer, donc là c'est à la racine, les paramètres s'il y en a, est-ce qu'elle a été éditée ou non, le statut, donc numéro 200 ça veut dire que c'est un OK, comme on peut le voir ici, la taille, le meme type, etc., etc., des tonnes en vérité d'infos très utiles. Et en bas, on a un petit récapitulatif où c'est divisé en deux, voilà la requête qu'on a envoyée, voilà la réponse qu'on a reçue. Super utile. On a ensuite l'intruder et le repeater. Je vais vous les expliquer en live parce qu'on va les utiliser, donc je vous ai expliqué à ce moment-là pour que ce soit plus clair. Longue parenthèse d'explication de Burp, je sais que c'était pas facile pour cette explication, j'ai vraiment effleuré toutes les fonctionnalités de Burp, c'est pour rester au plus simple, au plus efficace et au plus, on va dire, pratique pour cet exercice-là. On verra d'autres fonctionnalités de Burp au fur et à mesure de cette vidéo et au fur et à mesure de cette chaîne et de cette série From Easy to Insane. Alors, on est reparti sur notre file upload.
Ici, on a dit qu'on voudrait automatiser du coup l'upload, donc on va faire un file upload ici. Et on upload. Il nous dit que c'est pas permis, très bien, on retourne dans Burp, et là, on voit que on a une nouvelle request pardon, qui est en post parce qu'on n'a pas récupéré l'information comme un get, mais on a post, on a envoyé l'information au serveur sur le rel panel avec un paramètre, et elle se trouve ici. Ici, c'est typiquement comment est formé un formulaire en fait d'envoi. Et on voit ici que du coup les points importants c'est le content type ici, donc c'est envoyé en multipart. Et ce qui est important ici c'est qu'on retrouve en fait tous les paramètres, donc le nom du paramètre, le nom du fichier, le content type du fichier qu'on a envoyé, le contenu du fichier, etc., etc. Et on voit la réponse qui est ici. Et là je vais vous expliquer deux exemples qui sont hyper intéressants, enfin on va dire parties de Burp qui sont hyper intéressants, c'est l'intruder et le repeater. Donc ici, on peut faire un right-click, on peut l'envoyer soit sur l'intruder, soit sur le repeater. Je vais vous montrer du coup la différence maintenant. Donc si on va dans le repeater, tout est dans le mot, en fait il va répéter une request qu'on a envoyée. Donc si maintenant on fait send, on voit qu'il répète en fait exactement la même request telle quelle. Ici aussi, on peut le mettre en render, ça prend un peu de temps, mais on peut le mettre en render si vous voulez voir exactement comme sur Firefox à quoi ça ressemble. Moi, ça m'intéresse pas trop pour l'instant. On peut voir ici qu'il y a un PHP no permitido, pardon, donc du coup, pour dire que c'est toujours pas permis. Mais nous, on aimerait bien du coup tester, pour rappel, les différentes extensions qui se trouvent ici, qu'on a trouvé sur Actrix. Donc on va tester un PHP2. Et en fait, avec le repeater, on peut répéter du coup cette request en la modifiant directement. Donc on peut mettre PHP2 ici, donc on va modifier la request, et on fait un resend. Et hop, on l'a renvoyé. Et là, il nous dit déjà que c'est un succès, donc du coup qu'on peut envoyer du PHP2. On va le tester, est-ce qu'on peut envoyer du PHP3? On l'envoie, on peut envoyer du PHP3. Est-ce qu'on peut envoyer du PHP4? On peut envoyer du PHP4. Est-ce qu'on peut envoyer du PHP5? On peut envoyer du PHP5, etc., etc., etc. Donc comme vous pouvez le voir, le repeater, tout est dans le mot, c'est pour répéter une request et la modifier à la main, comme ça, à souhait, etc. Maintenant, il y a un autre truc qui est l'intruder, et vous allez voir la différence. Donc on revient, désolé, j'étais peut-être un peu vite, donc on revient dans proxy HTTP historique, on reprend notre request qui nous intéresse, right-click dessus, send to intruder, c'est en orange parce qu'on envoie quelque chose là-dedans, et là, on a l'intruder qui est ultra utile, utilisé tout le temps, enfin c'est super top. Donc la target, elle a déjà été setée, donc c'est le site et le port. La position, et c'est là où ça devient intéressant. Donc, l'intruder, en fait, à quoi il va servir? Il va servir à faire une attaque répétée en fait sur quelque chose. Il y a plusieurs types d'attaques et ça permettra en fait de faire une attaque par répétition, mais automatisée. Donc, tout ce qui est en bleu, en fait, attendez parce qu'il y a ma, hop, je rajoute, désolé, je rajoute un peu de temps. On est bon. Donc, tout ce qui est en bleu, en fait, en cyan plutôt, il faut considérer ça comme une variable en fait pour le programme, pour Burp Suite. Donc en gros, c'est qu'est-ce qui va varier dans la request, qu'est-ce qu'on aimerait tester, qu'est-ce qu'on aimerait faire varier dans la request. Donc pour ça, on va clear en fait toutes les variables que Burp a considérées, a trouvé lui-même, on va dire, et nous, pour rappel, nous ce qu'on veut, c'est modifier l'extension. C'est cette partie-là qu'on veut modifier, vu qu'on veut mettre PHP1, PHP2, PHP3, PHP5, etc. Donc ce qu'on va faire, pardon, pour être sûr que ce soit plus simple, on va marquer Drago PHP info. Comme vous pouvez voir, on peut modifier aussi directement le nom du fichier. Et c'est, comme je disais, cette partie-là qu'on voudrait automatiser, qu'on voudrait tester. Donc on la sélectionne et on appuie sur Add. Là, il ajoute deux caractères que je connais plus le nom, désolé, mais on peut le voir qu'il les a mis de part et d'autre et que cette partie-là est devenue en cyan, en bleu ciel, pour nous dire que cette partie-là va être variable. Ensuite, on a les types d'attaques. Alors, on a 4 types d'attaques.
On en a un peu plus dans la version pro de Burp Suite. La différence entre la version pro et la version basique, community, pour faire hyper simple, en gros, déjà c'est la rapidité, donc il va nous le dire quand on va lancer l'attaque. Quand on fait l'attaque par répétition comme ça dans l'intruder, il est très lent quand c'est la community, quand c'est la pro c'est ultra rapide. Et dans la pro, on a aussi plus de types d'attaques, plus de trucs, plus de fonctionnalités, etc. Bon, nous, on peut très bien s'en sortir avec Try Hack Me X the Box sur des trucs comme ça, donc on va rester là-dessus. Donc, ici, sniper, tout est dans le mot, c'est un sniper, donc c'est une variable qu'on va modifier. Donc voilà. Donc le sniper, c'est ça. Comme là, ça sera notre cas, vu qu'on veut modifier qu'une seule variable. Le battering ram, c'est la même chose qu'une batterie en fait. Donc on va mettre deux variables et on va les modifier en même temps. Donc il faut imaginer que, imaginons que dans une request, on a name est égal Drago et password est égal abonne-toi. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est modifier en fait ces variables-là. Donc on aimerait tester en fait ces deux variables-là. Donc qu'est-ce que va faire en fait le battle ram? On va lui fournir deux listes en fait. Pardon, je la refais. On va lui fournir une seule liste et il va répéter cette même chose sur les deux variables qu'on a décidées. Donc je m'explique. Pour rappel, on a name et password pour notre exemple. Donc on a deux variables qu'on aimerait bouger, qu'on aimerait tester. Imaginons qu'on a une word list qui est Drago1, Drago2, Drago3 et Drago4. Donc ce qu'on va faire, en fait, ce que le BattleRam va faire, il va dupliquer la même chose dans la variable 1 et dans la variable 2. Donc en gros, il va faire, c'est dans ce genre de cas qu'on va utiliser, par exemple, le username est égal à password. C'est dans ce genre de cas qu'on va faire, parce qu'en fait, il va faire Drago1, Drago1, Drago2, Drago2, Drago3, Drago3, etc., etc. Il va dupliquer une seule, enfin, vous lui donnez une seule word list et il duplique à deux endroits la même chose. Voilà ce que va faire le Battle Ram. Le Pitchfork, lui, si je ne dis pas de bêtises, oui, le Pitchfork, donc du coup, lui, excusez-moi, le Pitchfork, c'est deux word lists et il prend. Donc, imaginons maintenant que, pardon, j'ai passe 1 ici, passe 2, passe 3 et passe 4. Donc le pitchfork, il va faire, je prends le premier, donc Drago 1, et je prends le premier de ma deuxième liste, passe 1. Ensuite Drago 2, passe 2, Drago 3, passe 3, etc., etc. Donc il prend deux listes et il fait 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, etc., etc. Donc il prend exactement la même chose. Ensuite, on a le cluster bomb. Le cluster bomb, en fait, on lui donne toujours deux listes. Et là, il va faire Drago 1. Et ensuite, il va faire passe 1, passe 2, passe 3, passe 4. Ensuite, Drago 2, passe 1, passe 2, passe 3, passe 4. Drago 3, passe 1, passe 2, passe 3, passe 4. Donc là, il va toujours prendre une première, le premier mot, enfin une première entité de la liste 1 et tester tous les mots de la liste 2. La deuxième entité de la liste 1, tester tous les mots de la liste 2, etc., etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode sniper, parce que pour rappel, sniper, c'est une cible, une ligne, une target, une word list, et qui va modifier que cette partie-là. Ensuite, on va aller dans la partie, du coup, payload, qui est l'endroit où on va pouvoir setter les listes, etc. Donc, payload set, c'est le nombre de payloads qu'on a dans notre request. Donc, pour rappel, dans position, imaginons que je clear ici et que je rajoute deux endroits à modifier, deux variables entre guillemets, que je le mets en cluster bomb, que je retourne dans payload, on voit ici qu'il y a deux payload sets, donc la variable 1 et la variable 2. Donc voilà, c'est le nombre en fait de variables qu'on a en fonction des attaques, parce que toutes les attaques, comme je disais, n'acceptent pas plusieurs payloads, donc plusieurs listes. Donc je clear ici, je remets mon PHP, je remets sniper, je retourne dans payload. Payload type, donc là, il y a plein, en fait, c'est des listes préconçues, enfin, c'est des listes de temps en temps préconçues ou des listes d'attaques qu'on peut avoir. Donc, par exemple, ici, ce qui va nous intéresser ici, c'est la simple list, donc c'est une liste que nous on donne, qui est une simple liste, comme c'est marqué, comme c'est dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir, vous voyez, il y a des dates, des nombres aussi, etc. Donc,
C'est assez chouette. Là ici, je ne veux pas m'attarder parce qu'encore une fois, j'essaie de rester simple pour cet exemple-là. Nous, ce qu'on veut, c'est une simple liste. Et là ici, c'est la liste de payload. Donc c'est la liste des mots qu'on aimerait modifier. Donc je reviens ici. Donc ça, on s'en fout, on a rajouté du temps. On vient sur Actrix, et nous, ce qu'on voulait tester, c'est tout cela. Donc, pour faciliter, je reviens ici dans Sublime Text, je les pose tous, et je sélectionne du coup cette partie-là, CTRL F, Find All, Enter, ils sont tous magnifiques, je les sélectionne tous, Shift CTRL L pour les mettre tous là-dessus, et voilà, ils sont en bon format. Cette partie-là, je l'ai fait très rapidement parce que ça n'a pas ultra d'importance pour la room de Try Hack Me là. Donc voilà, donc là j'ai une belle liste de toutes les extensions que j'aimerais tester. Je les sélectionne tous, ensuite CTRL C, je reviens sur Burp, et là je fais un Paste, et il va tous me les mettre du coup comme convenu. Donc là, il me dit qu'il y en a 17 à tester, il va tester 17 payloads. Donc le payload processing ultra intéressant mais qu'on va pas faire là, mais ça permet en fait de faire un process sur ce payload. Donc basiquement, la liste qui est là, on pourrait la transformer en B64, la reverse, etc., l'URL encode, etc., faire plein de choses dedans, enfin plein de joyeuseté et de dingueries que je ne vais pas expliquer encore une fois ici pour juste rester très simple. Et ensuite on a l'encode, donc là ici par défaut, il va URL encode. On s'en fout dans ce cas-là, mais vous allez voir qu'à un moment, on va découvrir les SQL injection, et dans une injection SQL, c'est de temps en temps bien chiant qui nous l'encode, de temps en temps c'est utile, de temps en temps ça ne l'est pas, donc à savoir que cette option est juste ici. Et c'est tout. Une fois qu'on a ça, on peut start notre attaque. On va lui balancer, et on a un message pour nous prévenir qu'on a la version gratuite et que c'est plus lent. On fait OK, et hop, c'est parti. Donc il nous balance ça, nous balance plein de trucs. Et là, je vous explique, donc c'est super intéressant. Donc on a la partie en bas qui est une progression, une barre de progression qui nous dit où on en est. Ici, on a le nombre de requests. Pour rappel, on en avait 17. On a le payload, le status, est-ce qu'il y a une erreur ou pas, un timeout, et la taille. Donc on voit ici que ils sont toujours en OK parce qu'en fait, le serveur ne nous renvoie jamais une autre erreur, genre un 404 ou autre chose. Il renvoie toujours un OK, peu importe si l'extension de fichier est bonne ou pas. Par contre, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que la length, donc la taille en fait de la réponse change. Donc ici, si on prend par exemple la request numéro 1, on a dit que c'est un point PHP, vous voyez que ici on a la request en entière, donc on a dit que le nom de fichier c'est Drago, PHP info, .php, et on peut cliquer sur réponse, on peut voir la réponse, et si on descend un peu en bas là, on a que c'est pas permis. Cette taille de réponse, elle fait 1075, ou 1075. Par contre, on peut voir qu'il y en a d'autres qui font 1136, donc ils sont un peu différents. Donc si maintenant on revient ici, on clique sur le deuxième, on voit la request, donc là c'est la même request mais en PHP 2, on va dans réponse, on descend un peu et on voit que c'est permis. Donc on peut se dire que tous les tailles, tous les requests avec une taille de 1136 sont en fait des extensions valides. Hop, on va les trier par extension, et on peut voir du coup que les 1075, elles sont fausses, elles ne marchent pas. Les 1135, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on voit ici, il y a une petite différence qui doit se faire à une connerie. C'est parce que oui, voilà. C'est parce qu'en fait, ici, il reprend en fait la taille le nom du fichier, et il a un poil différent par rapport aux autres, vu qu'en fait, ici, il y a 3 lettres, 3 chiffres et une lettre, et là, ici, il n'y a que 3 caractères. Peu importe. Mais on voit que ici, ils sont validés. Donc, on peut dire que tous ceux-là sont validés. Ok? Ici, je voulais vous montrer justement voilà, la différence entre le repeater et l'intruder. Comme on peut voir, le repeater, on répète une request et on la change à la volée à la main, ce qui peut être très utile des fois. Je vous montrerai dans d'autres cas comment ça peut être hyper utile. Et dans l'intruder, c'est vraiment une attaque où on va répéter, on va automatiser en fait cette répétition. Maintenant qu'on a tout ça, qu'on sait que tout cela sont valides, on va couper ça. On retourne ici là-dedans, et on se rappelle qu'on avait un truc qui s'appelle uploads avec un S. Et on voit qu'on a tous nos fichiers qui se retrouvent ici qui ont été uploadés. Donc on va voir si maintenant ils fonctionnent, parce qu'au final on les a pas testés. Donc est-ce que le point htaccess existe? Comme on peut le voir ici, on peut
couper burp, parce qu'on n'a plus besoin du coup que ça passe par burp, on peut voir ici que la page est blanche et que si on fait CTRL U, en fait, notre code PHP est là. Donc c'est assez intéressant parce que ici, on voit concrètement que il a accepté l'extension, mais qu'il n'a pas interprété le code PHP. Parce que si le code PHP était interprété, on aurait vu le PHP info, là c'est pas le cas. Donc on sait que .htaccess ne fonctionne pas. Pardon, je l'ai coupé. Uploads. Donc ça on peut couper, on s'en fout. Donc ici le .inc, toujours rien. CTRL U, toujours notre code PHP qui est bien présent, mais qui n'est pas interprété. .pgif, toujours pas interprété. .phare, il est bien interprété. On peut voir que le point phare marche bien, parce que maintenant, notre code PHP est bien interprété, nous avons bien un PHP info. Très rapide explication sur le PHP info. Donc le PHP info c'est quoi? Ben, tout est dans le mot, c'est une page d'information sur la version du PHP qui tourne. Plus que ça met plein d'informations, c'est quelque chose que généralement est assez, on est assez content en pentest quand on trouve cette page, parce qu'on peut avoir la version de PHP, mais on peut aussi avoir la version du système, etc., etc. Je vais pas m'attarder là-dessus, parce qu'en fait c'est pas le but de cette room, mais il y a énormément d'infos ultra utiles, ultra importantes, que vraiment on se rend pas toujours compte du nombre d'informations qu'il y a sur cette page là. Mais comme on peut le voir, le point phare fonctionne. Donc si maintenant on retourne ici un petit peu dans les loots, on va marquer ici upload files. Ok, donc je me rappelle, hein, CTRL R pour mettre les petits vaguelettes, je sélectionne tout, CTRL B, je le mets en 3. Et ici, on sait que point phare fonctionne. Ok. On pourrait s'arrêter là et pas aller plus loin, mais vu qu'on les a tous testés, on va les regarder. Est-ce que le PHP 2 fonctionne? Il fonctionne pas. Le PHP 3 fonctionne? Il fonctionne pas. Le 4, il fonctionne pas. Le 5 fonctionne. PHP 5 fonctionne. Donc du coup, on peut retourner ici et mettre un point PHP 5 fonctionne. Est-ce que le PHP 6 fonctionne? Non. Le PHP 7? Non. Le PHP? Non plus. Le PHTML? Non. Le PHTML fonctionne. Donc on peut retourner dans .html. Est-ce que le SHTML fonctionne? Le CH, pardon, HTML, TLM, le S, je vais y arriver. SHTML, non, il ne fonctionne pas. Donc voilà, donc là, on a pu tester très très rapidement tous ceux qui fonctionnent et on sait que ces 3 extensions fonctionnent. Magnifique. Donc maintenant qu'on sait que ces 3 extensions fonctionnent, on a tout ce qu'il faut pour avoir notre web shell. Donc concrètement, on peut uploader un fichier où le code PHP est interprété et on a accès à l'endroit où les fichiers sont upload. Donc là, franchement, on a tout ce qu'il faut. Donc on va faire ici un simple reverse shell, un simple web shell, pardon, parce que ici on a un web shell, donc c'est un shell en PHP, pour pouvoir exécuter une commande sur le serveur. Donc ici je vais vous montrer plusieurs techniques pour avoir différents web shells. Ok, du coup là on va créer un web shell. Il y a plein de web shells qui existent, vous pouvez en trouver facilement sur internet. Il y en a des plus élaborés, des moins élaborés, enfin il y a vraiment de tout. Là je vous en montrer 4, 2 ultra simples et puis 2 un peu plus élaborés que je n'ai pas créé moi, hein, que j'ai pris sur internet. Donc le premier shell le plus simple, c'est utiliser en fait une fonctionnalité de PHP qui est système, qui permet en fait d'exécuter une commande. Donc basiquement ici, on va utiliser du coup cette fonctionnalité système et on va lui dire que le paramètre ça va être CMD. On va le changer un peu, on va mettre Drago. Donc maintenant, on peut emmener, pour rappel, vous savez, le upload de fichiers là, on peut l'emmener ici, aller dans le repeater justement, et à la place, on va le marquer ici, Drago Web Shell 01, et ici, hop, on rajoute ça. Donc comme vous pouvez voir là, on va réutiliser burp et le repeater parce qu'en fait, j'ai pas envie de me casser la tête à recréer un fichier dans mon dossier, etc. On pourrait le faire, ça marcherait tout aussi bien, mais là, vu qu'on a burp, etc., on va plutôt utiliser ça.
on l'envoie, et il n'est pas permis. C'est logique, on a fait une erreur, on a oublié de le mettre en PHP 5. Pour rappel, on peut le mettre en phare, en PHP 5 ou en PHTML. Donc on va le mettre en PHP 5, on l'envoie, et là il est permis, il est OK. On retourne ici, un petit F5 pour actualiser, et on a bien un PHP Web Shell. On retourne là, et là la page est blanche. Si on fait un CTRL U, c'est blanc. Tout à l'heure, on a vu que quand c'était pas interprété, de toute façon, notre code apparaît en rouge et il n'est pas interprété. Là, il est bien interprété, ça fonctionne. C'est juste que, qu'est-ce qu'on a fait pour rappel ici? On a pris le get, enfin on a pris un paramètre get pour exécuter notre commande, et le paramètre get c'est Drago. Donc si on revient ici, et qu'on ajoute point d'interrogation Drago ID, hop, on voit bien qu'on a notre exécution de commande. Pardon, je l'ai fait dans le source code, mais ça revient au même. On a bien notre exécution de commande. Magnifique. Le deuxième shell que je voulais vous montrer, c'est exactement le même concept, sauf que c'est avec une autre fonctionnalité, parce que de temps en temps, certaines fonctionnalités de PHP sont désactivées pour des raisons de sécurité. Là, c'en a un autre, donc on a utilisé système, là on va utiliser shell exec. Pareil, on refait pareil, on revient dans burp, on rechange le payload qui a été ici, on va mettre shell 02 et on envoie. Vous pouvez voir à quel point c'est pratique d'avoir le repeater. On revient là, un petit F5, on revient ici. Le paramètre qu'on a mis cette fois-ci c'est CMD, donc si on fait point d'interrogation CMD est égal à ID, on a bien une exécution de commande. Magnifique, on a bien un web shell. L'autre chose que je voulais vous montrer du coup, c'est ici je vais éviter de le copier cette fois-ci, donc je vais aller dans panel, c'était ça, voilà. C'est les deux autres que je voulais vous montrer, donc du coup, ici, best shell et best shell 2. On envoie ça, on revient dans upload, F5, best shell. Donc là c'est le Pony Shell. Donc le Pony Shell il est super cool déjà parce que visuellement il est très sympa. Et en dehors de visuellement il est très sympa, c'est que tout à l'heure, je vais essayer de vous montrer ça en live. Tout à l'heure, ce qu'on fait ici, c'est rentrer en fait notre payload, notre commande, pardon, dans l'adresse. Et de temps en temps, il peut avoir un peu des merdes parce que il y aura, on va justement l'avoir, ce genre de choses, il y aura l'encode qui va être chiant, il y aura certains caractères qu'on va utiliser pour notre VerShell qui vont nous poser problème, qui vont être un peu chiants. Grâce au Ponyshell, en fait, on se fait pas chier, lui il interprète tout ça, il le fait très bien, on l'envoie pas dans l'adresse, on l'envoie directement là-dedans, et ça marche très bien. Donc là, c'est un peu sympa ce truc-là. En plus de ça, comme je disais, en plus de ça, d'avoir l'impression qu'on est sur un shell et que c'est un peu sympa, on a la possibilité de faire flèche en haut et de récupérer du coup la dernière commande. C'est beaucoup plus clair, etc. Donc ça, c'est sympa ça. Voilà pourquoi moi le Ponyshell, je trouve qu'il est super bien. Le deuxième qu'on avait, c'est le deuxième, donc c'est le Wolf, White Wolf, je sais plus quoi, Shell, trouvable sur internet encore une fois, et là c'est super sympa parce qu'il ajoute d'autres fonctionnalités. Donc là on a la fonctionnalité ici CMD qui nous permet d'exécuter une commande, donc ça c'est très bien. Il y a le CWD, donc pour rappel le CWD c'est l'endroit où on est, donc si on tape PWD, on voit bien qu'on est ici, et le CWD c'est l'endroit où on est, mais ce qui est sympa, c'est qu'en fait on peut directement remonter dans la hiérarchie juste en changeant ça. Donc là on va remonter d'un cran, et si on fait un PWD, vous voyez qu'on a remonté d'un cran en fait. Donc toutes les commandes qu'on va faire là-dedans, on va les faire à partir de cet endroit-là. Et ça c'est très pratique parce que quand on peut faire un ls, boum, on l'a ici. Donc c'est vraiment sympa. Et si on va dans Uploads et on change ici et qu'on fait un ls, qu'on exécute, bah, hop, on a bougé de directory. Donc ça c'est une fonctionnalité vraiment sympa. Et ensuite, on peut uploader un fichier directement là, à partir de cet endroit-là, ce qui est vraiment très sympa à la place de faire un widget, etc. Il y a toujours moyen, hein, mais là, on a ces fonctionnalités qui sont vraiment cool. Voilà principalement les deux web shells que j'utilise, et de temps en temps le troisième, enfin le tout simple, de temps en temps, ça vaut vraiment la peine d'avoir ça, c'est ce qu'il y a de plus pratique.
Maintenant qu'on a ça, concrètement, on est déjà pas mal. On a une exécution de commande, on a un web shell, donc c'est pas mal. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir un reverse shell. Donc l'idée, c'est d'avoir un reverse shell. Je vous explique vite fait la différence entre le web shell et le reverse shell. Donc le web shell, c'est un shell sur le web, donc du coup c'est une exécution de commande, c'est une RCE en fait, c'est une exécution de commande du coup là-dessus. C'est un shell sur le web, et le reverse shell, c'est une connexion back, donc c'est une connexion sur notre ordinateur, sur notre PC, qui nous permettra d'avoir un vrai shell. Donc là, on est parti pour avoir un ref shell et pouvoir justement parcourir en fait le serveur et être sur le serveur. Là, on va voir les différents payloads pour avoir un ref shell. Donc il y a plusieurs manières hein, d'avoir le ref shell. Là, je vous en montrerai plusieurs. Vous prenez celle que vous voulez. Donc tous ces payloads, on les connaît pas par cœur, c'est normal. Enfin, vous en connaîtrez par cœur certainement à un moment, mais il y a toujours des listes du coup super utiles qu'on peut trouver sur internet. Donc l'une des listes hyper utiles, c'est le payload of the thing. Et là, vous avez du coup toute une partie sur les ref shells. Et ça nous permet ici d'avoir une tonne de comment utiliser, en fait, quel est le payload pour avoir un ref shell. Donc si on prend le bash TCP, on voit qu'ici le payload c'est celui-ci. Donc il est composé de votre adresse IP et du port, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, parce qu'au final, enfin quasiment ce que vous voulez, parce qu'au final on a une exécution de commande. Donc si vous voulez le lancer avec un netcat, en soi, vous pouvez, si Netcat est installé là-bas, PHP si PHP est installé là-bas, mais PHP est installé là-bas, on le sait, etc., etc. Donc on peut vraiment un peu faire ce qu'on veut. Il y a une façon beaucoup plus simple aussi d'avoir le bon payload, c'est en utilisant du coup refshells.com. Donc là, vous mettez votre adresse IP, le port que vous voulez, et ensuite vous avez une tonne de payloads déjà préconstruits pour vous. Donc ici, on va sélectionner l'OS Linux par exemple. Le shell qu'on veut, nous on veut un bin bash. On veut pas d'encoding, et hop, vous avez du coup déjà le payload comme vous voulez, bien comme il faut, qui est déjà en fait lancé pour vous. Enfin, lancé, préparé pour vous. Vous pouvez faire copie et c'est bon. Donc ça c'est super chouette, super sympa. Vous avez des tonnes d'autres, du coup comme je disais, d'autres payloads. Donc si vous voulez faire avec un NC, avec un N4, avec du C, avec du PHP, enfin il y a plein de payloads que vous pouvez découvrir, qui est vraiment sympa. Le gars qui s'occupe de ça le met à jour, donc merci à lui. Nous, on va utiliser l'un des payloads les plus simples, les plus connus, qui est celui-ci. N'oubliez pas, du coup, il est composé, comme je disais, de votre adresse IP et de votre port. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va d'abord mettre un listener, donc un écouteur, quoi. On va écouter du coup à ce port-là. Donc, pour ça, on va utiliser NC. NC avec LVNP, du coup, avec le port 9001, on l'a dit. Et là, il écoute une connexion, il attend une connexion sur le port 9001. Très bien. Notre adresse IP, pardon, on prend ici. Notre adresse IP, c'est bien celle-ci qui se trouve en haut comme convenu. Et on a dit qu'on écoutait sur le port 9001. Donc, je vais vous montrer la différence avec les différents web shells là qu'on avait. Donc, si on envoie ici, pour rappel, avec le simple web shell qui était celui-ci, qu'on envoie notre commande telle quelle, elle ne fonctionne pas. On n'a pas de connexion back, ça ne marche pas. En fait, c'est à cause de tous les caractères un peu spéciaux qui peuvent foutre la merde en fait dans une adresse, donc comme le petit et ici, etc. Ça fout la merde. Pour bypasser ça, enfin c'est pas bypasser, mais pour que ce soit en fait plus tranquille, on va aller dans CyberChef, on va la taper la commande et on va essayer de taper ici URL pour l'encoder en fait, pour encoder en fait notre payload. Sauf que, en encodant comme ça, on voit qu'on a toujours des caractères qui pourraient être chiants. On a des points, on a des slash, etc. Donc c'est un peu chiant. Donc on va cocher le truc qui est encode all special character. Et là, tous les caractères spéciaux sont encodés. Il n'y aura plus aucun caractère qui n'est pas encodé. Et ça va nous faciliter la tâche. Et si on tape maintenant ce truc-là, on voit bien que ça charge dans le vide. Ça charge dans le vide parce que hop, on a reçu notre connexion back. Et maintenant on peut taper ID. Et on est bien du coup sur le serveur directement. Et on a bien un ref shell, un reverse shell sur notre machine. Donc ça c'était la première méthode. On va faire la deuxième que je voulais vous montrer, qui est avec le Bash Shell 2. Donc du coup avec cette version du web shell, on va reprendre notre payload, mais ici on va la lancer telle quelle, comme ça, en gardant tous les caractères spéciaux. On exécute, ça tourne dans le vide,
on a une connexion back. Et donc du coup, on est bien là, et ça fonctionne bien. Et comme vous pouvez le voir avec cette version-là du Web Shell, on n'a pas besoin de se faire chier avec l'URL encoding, etc. Donc ça c'est sympa. Aussi, si vous vous posez la question, mais tiens Dragon, on aurait pu faire tout en Web Shell, pourquoi on se fait chier à avoir un reverse shell? Parce que de temps en temps, c'est plus utile et plus pratique d'avoir un reverse shell. Mais en soi, oui, on pourrait tout faire à partir d'un web, enfin tout faire, on pourrait faire beaucoup de choses à partir d'un Web Shell, effectivement. Alors, on va réécouter ici, et je voulais vous montrer le petit dernier, qui est le Bell Shell 5, le Pony Shell. Et là, bah pareil, on peut lancer ça, et on a du coup notre connexion back. Donc là, c'est très très cool. Par contre, on n'a pas un joli shell. Alors qu'est-ce qu'on appelle un joli shell? Par exemple, le clear ne fonctionne pas. Quand on tape quelque chose et qu'on voudrait aller en arrière, ça ne fonctionne pas non plus, ce qui est un petit peu embêtant. Pour ça, on va voir tout de suite comment, entre guillemets, le stabiliser. Quand on l'appelle le stabiliser, c'est pour pouvoir faire un CTRL-C, pouvoir aller de gauche à droite, avoir un shell comme ce qu'on a sur Kali. Je vous montre ça tout de suite. Ok, du coup, je reviens ici, je relance mon shell. J'ai mon shell ici qui est pas très chouette, qui est pas très correct, qui est un petit peu relou. Donc là, il y a plusieurs commandes à taper. Je vais essayer de vous expliquer ça, mais très simplement. Mais en gros, vous pouvez faire un copier-coller et faudra les apprendre par cœur là aussi. Donc on va en fait utiliser Python 3 ou Python, ça dépend si Python 3 ou Python est installé. CTRL-C, import PTI, pti.spawn, bin bash. Donc en gros, en fait, ici on importe un PTI, donc on utilise en fait la librairie PTI qui est de base sur Python 3, et on spawn en fait un vrai bin bash. On fait OK, c'est normal, je l'ai mal écrit, donc Python 3-C, importe PTI, pti.spawn, bin bash. Voilà, encore une fois, très simple, je survole à peine la commande, etc. On utilise en gros Python, on importe une librairie qui est PTI et on spawn un bin bash. Donc maintenant, pour stabiliser ça, pouvoir aller gauche-droite, etc., avoir la tabulation, etc., ce qu'on va faire, c'est on va faire un CTRL-Z pour envoyer cette application, ce shell qu'on a, ce ref shell qu'on a dans le background, et on va faire un istty, echo raw et un fg. Donc en gros, on va prendre les rows, donc les lignes et les colonnes en fait de notre shell à nous, du shell de Kali, et on va mettre ces valeurs en fait dans le stty qu'on a de l'autre côté. On fait Enter, et là du coup on est bon. Donc maintenant on peut voir qu'on peut aller gauche-droite et ça fonctionne bien. Par contre, ici le clear ne fonctionne toujours pas. Pourquoi en fait? Parce qu'il manque une variable, en fait, il manque la variable terme, en gros la variable d'environnement terme, elle n'a pas été setée. Donc voilà, setée. Donc pour ça on va faire export, terme, xterm-256 color, clear, et là on a quelque chose de bien. Si on fait un LL, la commande ne fonctionne pas, parce qu'on aime bien rajouter ce truc là, donc on va faire alias LL est égal ls, la, ll, et on est content. Voilà, là on a un bon shell qui fonctionne avec la tabulation, comme on aime, et on est bien. Maintenant qu'on a ça, on va aller chercher un petit peu du coup le fameux flag qu'on nous demande de trouver. Donc ici avec LL, on est dans le dossier upload, il n'y a rien du tout. On remonte d'un cran, on regarde dans le dossier ici, il y a un website.zip, ce qui peut être un petit peu le source code en fait du serveur web qu'on a. Si on fait un cat d'index.php, on pourrait regarder plutôt dans panel cat index.php et voir un petit peu comment ça marche, et on voit ici qu'en fait il y a un filtre mais qui a été en fait commenté, et on voit qu'il y a un flag ici mais qui est pas notre flag à nous, qui est un flag hackit, donc peut-être que ça vient d'un autre d'un autre CTF mais qui est ici, donc ce qui est assez intéressant, et on peut voir qu'en fait il allait filtrer beaucoup de vraiment beaucoup de
d'extensions, or que là, il filtre vraiment que le PHP. Alors, ceci étant dit, on va regarder dans www, et là, magnifique, on a notre user.txt. Maintenant qu'on a notre premier flag, on va essayer de faire de l'élévation de privilège, donc d'essayer de passer route, ou peut-être du lateral mouvement. Là, spoiling alert, c'est pour passer route. Donc l'idée, c'est de voir, est-ce que je peux faire un sudo L pour voir un petit peu. Il me demande un mot de passe, je le connais pas, donc je peux pas le faire. Donc on va continuer notre énumération, on va aller dans le home directory et voir qui y a. Il y a rootme et test. Est-ce qu'on peut se déplacer dedans? Oui. Est-ce qu'on peut lire un fichier intéressant comme le bash historique? Non. Par contre, on sait que rootme peut lancer une commande en sudo, laquelle on ne sait pas, mais il peut en lancer une. On retourne en arrière, il y avait test. Dans test, il y a un bash history, on ne peut pas le lire non plus. Très bien. Ce qu'on peut faire, c'est aller regarder dans OPT. Est-ce qu'il y a quelque chose dans OPT? Non plus. On pourrait aller commencer à looter ici pour essayer de regarder est-ce qu'il y a quelque chose qui attire notre œil, etc. Mais pour l'instant, rien. Alors, ici, je vais vous montrer deux techniques. Une technique automatisée, qui est du coup la technique d'énumération avec notre ami le petit pois, hashtag linpiece, et une technique donc du coup à la main, avec une commande à la main. Donc l'une des choses que généralement on va énumérer, c'est le SUID. Donc le SUID, c'est quoi? En gros, le SUID, c'est un bit qui a été seté, qui permet en fait d'exécuter une commande en gardant les droits, enfin d'exécuter, pas une commande, pardon, mais d'exécuter un binaire, en gardant les droits du propriétaire. Typiquement, si le propriétaire c'est root, et que le SUID est activé et on, ça nous permettra de lancer cette commande en route tout en gardant le SUID, tout en gardant, du coup en lançant cette commande, tout en gardant le SUID, donc tout en gardant le owner principal qui était root. Basiquement, voilà ce que c'est. Donc c'est un moyen très très utile pour faire de la privesc. Pour ça, on va utiliser du coup une commande, pardon, on va utiliser une commande qui est du coup celle-ci. Donc en gros, on va utiliser find. On va en gros dire regarde partout si pour tout ce qui appartient à route et tout ce qui a une permission de moins 4000, donc du coup avec un SUID du coup à un SUID activé. Donc on appuie, tac, enter, et il nous balance ça et il cherche tout ça. Et alors là, c'est de l'expérience. C'est l'expérience qui va parler, malheureusement, parce que là, il y a plein de choses, en gros, qui nous dit ce binaire-là est root et il a le SUID activé, le SUID on. Et là, en fait, comment savoir quel est le bon? Comment savoir est-ce qu'il y en a un qui nous permettra de passer route, faire la privesc? C'est de la pure, vraiment, c'est de la pure. Ouais, c'est du try and error et c'est pas du try and error, c'est plus vraiment de l'expérience. Donc comment savoir en fait lequel peut passer route ou pas? On va utiliser pour ça un autre site web très très connu, donc qui est GTFO Bins. Donc ici, ça nous permet en fait de taper des binaires et voir en fait est-ce que ce binaire là nous permettrait de faire une privesc. Donc je vous donne un exemple concret. Ici, on a par exemple sudo. On a le binaire sudo. Donc si ici on tape sudo, il n'est pas là, on peut rien faire avec. Très bien. On a CHFN. Est-ce que CHFN, on peut faire quelque chose avec? Non, il n'existe pas. Très bien. On a gpassword. Est-ce que gpassword, on peut faire avec? Non, il n'existe pas. On a Python, qui se trouve juste ici. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec Python? Oui, on peut faire quelque chose avec Python. Très bien. Et là, en gros, il nous dit, pour obtenir un shell avec Python, on peut faire ça. Pour obtenir un ref shell avec Python, on peut faire ça. Pour uploader un fichier, etc., etc., etc. Par contre, on a cette partie-là qui nous intéresse, qui est la partie SUID. Donc la partie SUID, c'est comment on peut du coup lancer un shell, donc faire une élévation de privilège en gardant les SUID. Et là, on a une commande ici qui nous dit
En gros, cette commande-là nous permettrait d'avoir un shell, de lancer un shell en gardant l'SUID. Donc basiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il refait du coup la même commande avec le "-c" pour lancer une commande, pour lancer un script Python. On importe la librairie OS qui nous permettra d'exécuter une commande. On lance un bin-sh et on fait le "-p" pour garder du coup le SUID. Donc si on lance celle-là, Enter, et là, magnifique, on est passé route. Comme on peut le voir en fait ici, on est route ici pour le EID, etc. Donc en gros, on est toujours en UID, on est toujours en WData, mais on a tous les privilèges de route, et en fait, d'une certaine façon, on est route en fait. Et comme on peut le voir ici, avec le petit hashtag, on est bien route. Donc là, c'est la partie facile. Vous allez me dire, mais Drago, comment tu peux savoir, etc. Comment tu as pu trouver et comprendre que c'était Python, etc. Encore une fois, c'est vraiment par expérience. C'est vraiment par expérience que je le sais. C'est parce que j'ai vraiment bossé ça. Puis aussi avec les l'InPiece que je vais vous montrer, qui vous remonte ça un peu différemment. À force de le faire, ben, ça rentre et vous le connaissez, quoi. Donc on va faire un petit exi ici. On va retourner vite fait sur TryAcme pour voir. Et il nous demande ici, il nous a aidé, TryAcme nous aide et nous dit regarde pour les SUID permissions, lequel te paraît bizarre. Bon, en fait, c'est Python qui nous paraît bizarre, mais ça, encore une fois, il faut le connaître, il faut le savoir. Maintenant, je veux vous montrer en fait comment est-ce que l'InPiece peut le voir, hashtag le petit pois. Donc, pour ça, il faut télécharger l'InPiece. Donc, si maintenant on tape sur Google l'InPiece, vous avez du coup le GitHub avec l'InPiece, il suffira juste de les télécharger, rien de plus, c'est très facile. Une fois qu'on a téléchargé l'InPiece, on va devoir l'uploader ici, donc l'uploader dans le serveur. Donc pour ça, on va se mettre dans TMP. Ok, on va se mettre dans TMP. On va ouvrir un nouveau terminal. Et je vais copier l'InPiece parce que je l'ai en fait ici dans mes fichiers. Vous aurez qu'à le télécharger au final. Donc dans Linux, dans enum, inpiece.sh. On va le copier là-dedans, donc on le copie dans notre dossier, il est bien dans notre dossier, l'inpiece.sh, il est bien ici, et maintenant l'idée c'est de l'envoyer là. Donc pour l'envoyer, il y a plein de façons de faire, il y a mille et une façons de faire. Moi j'utilise une façon qui est assez simple quand le widget est autorisé, c'est Updog. Donc Updog, en gros, il va créer un serveur web. Donc pour installer Updog, vous tapez sur internet, Updog install, vous allez le trouver. De mémoire, c'était avec Python. Donc de mémoire, c'est Python 3-m pip install Updog, quelque chose comme ça de mémoire. Donc on lance la commande updog, -p pour dire quel est le port qu'on veut, et là on va mettre le port 80. Donc si tout va bien, ici on pourra faire un wget de notre adresse IP. Donc wget c'est pour télécharger un fichier, de notre adresse IP, et le fichier qu'on veut télécharger c'est l'inpiece.sh. Comme on peut le voir, ici la commande est bien passée, on a bien eu un get donc de l'inpiece sur l'adresse 10.41.19 qui est bien celle-ci. Maintenant, on a bien, du coup, un inpiece qui est là. De l'autre côté, on peut tuer ça, donc on peut faire un CTRL-C, un exit pour l'enlever, et ici, on peut lancer un bash. Alors, plusieurs manières, soit on fait un chmod-x pour le mettre en exécutable l'inpiece, on peut le lancer comme ça, soit vous pouvez faire un bash l'inpiece, et ça marchera tout aussi bien. Donc, on le lance, et voilà pourquoi on l'appelle le petit pois, parce que du coup, il a un petit logo de petit pois. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? En gros, l'InPiece, ça va faire de l'énumération automatique, donc c'est ultra pratique, c'est ultra utilisé en pentest, parce qu'on va pas commencer tant de temps à se faire chier à tout tester à la main, etc. C'est pas hyper pratique, enfin c'est un peu long. Donc en gros, la légende qui est intéressante, c'est celle-ci. Donc en gros, il nous dit rouge sur fond orange, fond jaune, pardon, 95% de chances que c'est la privesque vector, donc c'est le vecteur d'élévation de privilège. Rouge, seulement rouge, c'est intéressant, il faudrait regarder. Les users avec la console, donc les utilisateurs avec une console, les utilisateurs sans la console, etc. etc. Donc
En gros, vous avez cette couleur-là, c'est gagné à 95%. Vous avez la rouge, ça vaut la peine de regarder. Donc, on descend un petit peu, et il va vraiment faire une tonne de choses. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne l'OS, il nous donne l'utilisateur, le hostname, etc. Et il nous dit que ping et NC sont installés sur la machine et qu'on pourrait faire du network discovery. Très bien. Il fait toute une analyse système. Ensuite, ici, il va regarder pour le sudo. Donc, il va nous dire que la version est vulnérable à la CVE 2021. On va pas l'utiliser parce qu'en fait, c'est une toute nouvelle vulnérabilité. Donc, du coup, la room n'a pas été pensée. Enfin, on va pouvoir privesc avec ça, mais la room n'a pas été pensée pour ça. On descend, on descend, on descend, on descend, encore une fois, tonne d'infos, le fameux point kit qui va d'office fonctionner, mais tout ça, c'est pas ce que la room a prévu. On pourrait le faire, hein, on pourrait le tester, en théorie ça devrait marcher, mais la room n'a pas prévu ça comme on peut le voir vu qu'elle parlait de SUID. On descend, et comme vous pouvez le voir, l'NPIS nous donne énormément d'informations. C'est pour ça que c'est un peu long, il faut apprendre à les relire et à les regarder, c'est un petit peu long, mais ça vaut la peine de s'y attarder. Donc on descend, donc là il va regarder l'écran job, on descend, on descend, on descend. Et à un moment, il va regarder les SUID. Donc comme vous pouvez voir, vraiment, l'InPice, il teste tout, enfin tout. Il teste énormément de choses. Il y a énormément de choses. C'est vraiment intéressant. Les utilisateurs qu'on avait vus. Et on va arriver tout doucement au fameux SUID. Alors, ils sont où? Ils sont un peu plus bas de souvenirs. Voilà. Donc on arrive au fichier intéressant, au SUID. Et comme vous pouvez le voir, l'InPice vous le met directement en rouge avec un background orange. Et comme je vous l'ai dit, ça veut dire que c'est 95% de chance que ce soit votre privesc. Et on peut le découvrir en fait comme ça. Et c'est à force en fait de faire l'InPice que vous voyez que ceux qui sont en vert, on s'en fout. Ceux qui sont en rouge, comme il disait, ça vaut la peine de les regarder. À force de les regarder, je sais ceux qui fonctionnent moins bien. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai su que en faisant l'autre commande qui est beaucoup plus rapide, on va dire, bah je sais en fait que je pouvais privesc avec Python. Mais comme on peut le voir, l'InPice vous le ressort bien. Et ça, c'est ultra utile avec l'InPice. Donc, l'InPice a pu nous donner, donc il vous donne encore plein d'autres informations que je ne vais pas parcourir ici, parce que là je voulais juste vous montrer toutes les informations que l'InPice pouvait découvrir. C'est pas CLS, c'est clear. Voilà. Et là, du coup, comme je vous le disais, si on refait du coup. Alors oui, pardon. Une fois que l'InPice du coup nous a sorti ça, j'étais au bin, GTF au bin, on tape notre binaire qu'on a vu, donc qui était Python, on voit qu'il y a une section SUID, ça veut dire qu'on peut faire en privesc avec SUID, on tape la commande qui était là, et on était bon. Petite précision, ici il fait /python comme s'il lançait le binaire à partir de la racine où ils sont, enfin à partir de l'endroit où le binaire est. Moi j'ai enlevé cette partie là parce qu'au final il y a un lien direct avec Python, il n'y a pas besoin de taper // vu qu'on n'est pas à l'endroit où est Python. Donc là, ici, au final, on a un shell, on est root, mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est vraiment être root avec un beau root, quelque chose de vraiment bien. Du coup, pour ça, je vous propose de rajouter un nouvel utilisateur qui sera lié à root, et comme ça, grâce à ça, on pourra passer root. Donc, pour ça, c'est assez simple. On va devoir créer ici une commande. Donc, ici, basiquement, on va utiliser l'OpenSSL pour créer en fait un password qui est valide pour Linux. Donc on va faire Drago is the best. Non, c'est un peu trop folklorique. Allez, on va faire Drago. Drago. Ok. Donc on a toute cette partie-là qu'on copie. Et là, en fait, on va juste ici dans ma petite commande rajouter tout ça. Donc en gros, on va écho tout ça. Donc on va rajouter un utilisateur Drago avec le mot de passe qu'on a haché qui est celui-ci. On va le mettre dans le groupe 00, donc qui est le groupe root en fait. Et on va dire que son home directory est root et qu'il peut lancer bin bash et on va le mettre dans le etc password. Donc si maintenant on reprend du coup notre privesc avec Python qui était celle-ci, où on était pour vous rappeler root mais en SUID, qu'on tape cette commande, qu'on exit en fait ce shell là et qu'on change de
d'utilisateurs, parce que maintenant on a un nouvel utilisateur qui s'appelle Drago. Là, il nous demande notre mot de passe. On fait Drago, Drago. Et là, on est repassé route avec un beau route. Nous sommes bien route, nous avons un beau shell, etc. Tout ce qui va bien, les petites couleurs. Enfin, voilà, on est très content. Et si maintenant on va dans route, on voit bien qu'il y a du coup le route.txt. Donc on pourra le lire et c'est gagné. Voilà. Donc on a fini la room, on a pu voir un petit peu la différentes techniques, donc déjà avec l'upload de web shell, on a pu voir différents web shells, on a pu voir aussi comment bypasser l'upload de fichiers. On a vu aussi Burp Suite qui était hyper important, hyper utile, la Privesc avec du coup le SUID, l'InPeas, hashtag le petit pois qui est très utile. Donc voilà, ça fait pas mal du tout, c'est pas mal du tout là pour... En tout cas, ça reste des bases, mais assez intéressantes et très utiles pour les prochains épisodes. Et voilà, on a fini la room, on est passé route, il n'y a plus grand chose à faire à ce moment-là. Donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez été ravis de découvrir des nouveaux tools. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me pinguer ou à laisser un commentaire en bas de la vidéo si vous avez des questions, si c'était pas clair. Évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, les liens seront dans la description. Je vous dis merci et puis à très bientôt. Salut!